Une œuvre in situ, c'est quoi? L'installation in situ est une pratique artistique qui a émergé dans les années 60 au travers d'artistes qui voulaient exposer hors des institutions culturelles. In situ se traduit sous différentes formes et différents lieux, dans des espaces naturels avec le mouvement du land art, dans des espaces clos et muséaux, et aussi dans des espaces urbains. L'in situ se trouve souvent où on ne l'attend pas. On pourrait alors se demander comment le lieu, qu'il soit extérieur ou intérieur, crée l'œuvre. Une œuvre artistique in situ est exécutée en fonction du lieu où elle est montrée. Elle y joue un rôle actif et joue pleinement avec l'espace. Elle est aujourd'hui généralement unique et éphémère. Présentée sous forme d'installation, elle s'appuie sur les relations et les interactions avec son environnement. L'espace muséal devient matière de l'œuvre. Il y a donc un rapport de réciprocité entre l'objet et le lieu. Ce mouvement d'interaction entre architecture et espace est alors créateur de formes. En effet, l'artiste fait de l'espace muséal son œuvre et donc réinvente l'espace originel. C'est un parcours avec différents points de vue où le décor fait aussi partie de l'œuvre. En effet, l'artiste fait de l'espace muséal son œuvre et donc réinvente l'espace originel. C'est un parcours avec différents points de vue où le décor fait aussi partie de l'œuvre. Quand on parle d'art in situ, on peut aussi penser aux arts immersifs qui sont une expérience interactive entre le corps, l'œuvre et l'environnement qui produisent ensemble une immersion d'images, de sensations et d'effets dans la conscience ou le rêve au cours même du processus immersant. En gros, c'est une conception d'œuvre dans lesquelles le spectateur pénètre et séjourne, comme par exemple Klimt et Vienne, une œuvre immersive des Carrières des Lumières faite en 2014. Les arts immersifs débutent au temps de la Renaissance. En effet, l'art de la Renaissance est une composante importante de la période de la Renaissance, du renouveau humanisme, de la littérature, des arts et des sciences qui se produisent en Europe, du XIVe siècle au XVe siècle. Un des aspects essentiels de la Renaissance en tant que période est le renouvellement des thèmes et de l'art en Europe après le Moyen Âge. La Renaissance amorce un grand changement dans la façon de représenter le monde. On s'intéresse aux ruines des monuments romains, fouilles et collections d'antiquités. Un courant humanisme naît. Alors que Dieu était au cœur de la pensée médiévale, la Renaissance place l'homme au centre de ses préoccupations. On s'interroge sur le monde qui l'entoure. Les humanismes sont croyants, mais dénoncent l'influence de l'Église sur la pensée et les abus de pouvoir du clergé. L'humanisme, qui est un mouvement intellectuel, remet en cause les idées scientifiques et philosophiques. La Villa Barbaro a été créée par l'architecte Andrea Palladio en Vénétie, en Italie, dans les années 1550-1560 et fait une surface d'environ 65 700 m², ce qui est plutôt grandiose. Elle est classée dans le patrimoine mondial. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est classé dans le style palladianisme. Et le palladianisme est un style architectural originaire de Vénétie, lancé par l'architecte italien Andrea Palladio, donc le créateur de la villa, à l'époque de la Renaissance. Il s'applique également aux édifices, s'en inspirant au milieu du XVIIe siècle. Un renouveau a lieu à partir du XVIIIe siècle. On emploiera alors l'expression néo-palladianisme sans que l'on puisse constater une synthèse réelle avec les styles locaux. Donc dans cette villa ont lieu de nombreuses peintures, des peintures qui sont plus qualifiées de fresques, qui ont été faites par Paolo Cagliari dans les années 1560-1561, donc vers la fin de la construction de l'édifice. Au-delà d'un dialogue entre la peinture et l'architecture, les fresques de la Villa Barbaro témoignent de l'ambition de Véronèse d'instaurer une relation entre l'observateur et l'œuvre. Elle comporte de nombreuses figures peintes dans une niche et les anges musiciens, retables et peintures murales. On peut remarquer que ces fresques sont des trompe-l'œil pour l'observateur. Il y a par exemple en peinture des sortes d'imitations de l'architecture, ce qui donne une profondeur beaucoup plus importante que l'édifice en lui-même.